Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Scanner. Le Scanner qui vous parvient tous les jours quand il est 9h sur tout le réseau synchronisé du groupe Kavi Media. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre à Kaloum, dans le centre-ville. Merci de nous suivre à Ratoma, à Matoto, à Gessia, à Yimbaya, d'où nous émettons. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter du côté de Kankan, de Sigiri, de Mandiana, de Kerouane. Merci de votre fidélité du côté de Farana. Au menu de ce mardi, un nouveau rebondissement dans l'affaire de braquage de 21 milliards de francs guinéens dans la nuit du 12 et 13 avril 2025 sur la route nationale Kindia-Mamon, plus de 2 semaines après l'attaque du convoi contenant de billets neufs de 20 000 francs guinéens sortis de la BCRG. Quelques présumés auteurs, notamment le cerveau, ont été arrêtés selon siaminfo.com. Il s'agit d'un certain Thierno Moussa qui avait en sa possession $200 000 pendant son arrestation. Selon les mêmes sources, des dispositions ont été immédiatement prises pour son extradition vers la Guinée. C'est un film digne d'une fiction. C'est à dormir tout debout, il faut le dire encore une fois. Yam Sachek nous en dira plus dans cette affaire. Et puis, c'est une scène aussi inédite qui s'est produite à Doko, dans la préfecture de Sigiri. Un homme d'une trentaine d'années coupe sa partie génitale à l'aide des morceaux de tôle. Selon les dernières informations, l'homme serait alité à l'hôpital régional de Kankan. Si tout va bien, nous aurons au bout de fil notre correspondant basé à Sigiri, Ousmane Ossé Kondé. En Côte d'Ivoire, à 6 mois de la présidentielle, la tension monte entre le pouvoir et l'opposition politique. Écarté de la course après sa condamnation, Laurent Gbagbo mobilise ses partisans ce samedi au terme d'une réunion de son parti, le PPACI. Un appel à une protestation citoyenne multiforme et permanente a été lancé. Le parti réaffirme son exigence de voir Laurent Gbagbo, il faut le préciser, âgé de 79 ans, réintégré sur la liste de candidats, ainsi que la mise en place de nouveaux organes électoraux consensuels. Il demande également un audit complet et indépendant du fichier électoral, condition essentielle selon le parti de peuples africains de Côte d'Ivoire pour une élection crédible. Nous irons en Côte d'Ivoire avec notre confrère Fernand Adédé. En France, un jeune d'origine malienne d'une vingtaine d'années a été mortellement poignardé alors qu'il priait dans une mosquée située au nord d'Alès, dans le département du Gard. Vendredi dernier, le drame a provoqué une vive émotion et suscité de nombreuses réactions parmi les responsables et dirigeants politiques français et dans le monde. Selon les derniers éléments, le principal concerné serait du côté d'Italie. Peut-on parler d'un acte à caractère islamophobe? Analyse à suivre dans cette émission, Le Scanner. Le débat, dans un instant. Installez-vous confortablement. C'est parti pour plus d'une heure de débat avec vous, Mohamed Loba, bonjour. Bonjour Yahya Diallo, bonjour à tous. Yam Sachek, bonjour. Bonjour Yahya, bonjour au peuple de Guinée. Bonjour au peuple de Guinée. Alors, il faut aller plus loin pour dire bonjour au général Mamadi Doumbouya alors. Et bonjour les 20e milliards. Alors, bonjour au général Mamadi Doumbouya. Merci. Mamadi Doumbouya qui est aujourd'hui plébiscité par
tout l'ensemble de la nouvelle génération et même de l'ancienne génération. On a vu, même des acteurs politiques ne veulent pas rester à marge. Chacun, dès qu'on se voit débarquer de l'autre côté, on s'affirme de l'autre côté. Ce qui prouve que le général est vraiment soutenu aujourd'hui par les Guinéens. On soutient de taille. Même les magistrats. Même les magistrats. Et puis on demande à chacun de balayer devant sa porte. Ce qui veut dire que face à n'importe quoi, il est possible de réaliser de n'importe comment. Ouais, au nom de la loi aussi, les magistrats, Mohamed Loba. Ah ben, au nom de la loi, vous l'avez vu, cette passe d'armes quand même entre des magistrats qui se cognent à travers les textes de loi. Ah ben, il y a d'aucuns qui veulent revenir à la mangeoire et d'autres qui cherchent à tout prix, à tout bout de champ quand même, des postes de réintégrer, disons, le palais. Ça devient quand même, disons, un champ de bataille où sauve qui peut. Une course effrénée vers le pouvoir, tout simplement. Même famille. Le pouvoir. Même famille, même famille. Même famille. Alors, on va droit au but avec vous, Yamoussa Cheikh, quand même. C'est un film digne d'une fiction. On nous apprend que le cerveau, le présumé cerveau, pour être plus précis, aurait été arrêté du côté de la Sierra Leone ou du Sénégal? De la Sierra Leone. De la Sierra Leone, puisque généralement c'est le Sénégal, c'est la Sierra Leone. Et bien finalement, il s'agit de Thierno Moussa Diallo Yamoussa Cheikh. Alors justement, il vous souviendra que dans la nuit de 12 à 13 avril dernier, un convoi rempli de biens neufs de 20 000 francs guinéens fraîchement sortis de la banque a été, d'une valeur, il faut le dire, d'une valeur de 21 milliards de francs guinéens, a été attaqué sur la route Kindia-Mamou, dont le convoi a été vidé de tout le contenu. On a appris ainsi, 2 jours ou quelques jours après, la banque centrale de Guinée a fait une alerte comme quoi un particulier a perdu son argent au cours de ce vol, de ce braquage-là. Sauf que jusqu'ici, nous ne connaissons pas encore, il faut le préciser, l'identité de ce particulier-là. Au-delà des enquêtes qui ont été menées, on n'arrive pas à savoir à qui appartient ce convoi de 21 milliards, mais tout de même, la BCRG s'est activée après l'alerte. Un comité de crise a été mis en place. Et là, on avait saisi le soutien, on avait demandé, le soutien des militaires, des services de sécurité de tous bords. Et là, des numéros de série ont été attribués ou distribués, comme pour dire que l'enquête avait été enclenchée pour traquer ces bandits ou présumés bandits de grand chemin. Et donc, quelques semaines après, plus de 2 semaines après, il faut dire que l'enquête enclenchée ou entreprise par la BCRG à travers les services de sécurité commence à porter fruit. Il y a eu donc de nouveau dans l'affaire de ce braquage de 21 milliards de francs guinéens dans la nuit de 12 à 13 avril 2025 sur la route Kindia-Mamou, et ce plus d'une semaine, plus de 2 semaines après l'attaque du convoi contenant des biens neufs sortis de la banque. Quelques présumés auteurs ont été arrêtés selon nos informations, notamment le principal cerveau, dit-on. Après ce braquage, je vous le disais, on parle et donc de l'arrestation d'un certain Thierno Moussa Diallo. Thierno Moussa Diallo qui a été localisé du côté de la Sierra Leone. Sierra Leone, le pays proche d'ailleurs de la République de Guinée. Thierno Moussa, selon nos informations, a été intercepté de l'autre côté avec sa famille, sa femme et son enfant. Des enquêtes
qui ont été menés jusqu'à ce point ont pu localiser l'homme qui est qualifié pour l'instant comme le présumé cerveau de cette attaque. Le suspect alors de cette attaque, de ce vol de 21 milliards de francs guinéens. Thierno Moussa avait, au moment de son arrestation avec lui, selon nos informations, un montant de 200 000 dollars. 200 000 dollars qui ont été interceptés avec lui selon nos informations. Et il y a eu des prises de décision pour son transfèrement. Son extradition. Son extradition en Guinée. Où pour le moment, l'on s'arrête là. Mais il faut le dire depuis. On nous apprend qu'il a été même présenté au procureur. Il a été les présenté, dernières informations. On nous a dit que même le procureur de la préfecture de Forêt-Caria s'est saisi de l'affaire. Il a essayé de récupérer l'homme de l'autre côté, mais pour le moment, il y a peu d'informations qui filtrent de ce côté-là. Mais ce qui est sûr, il faut comprendre, Yaya, depuis ce braquage, le Guinéen est en train de se demander comment s'est déroulée la scène, le film qui a commencé depuis la nuit de 12 à 13 avril dernier. Et donc, les services qui ont été, les autorités militaires et paramilitaires qui ont été contactés par la BCRG se sont activés de plus belle pour nous vraiment présenter un résultat escompté dans cette affaire. Et donc, Thierno Moussa a intercepté. Il est pour le moment le suspect principal de ce braquage. Un braquage qualifié du braquage du siècle pour de nombreux observateurs guinéens. Parce que, on le disait tantôt dans cette émission, comment se fait-il qu'un convoi contenant de 21 milliards de francs guinéens, on parle d'une somme aussi faramineuse, d'un gros montant d'argent en francs guinéens, en 21 milliards. Une somme aussi faramineuse, vous avez dit 21 milliards ont pu disparaître en un laps de temps entre la route Kindia-Mamou, où était en tout cas tout le service de sécurité pointé tout le dispositif. Tout le dispositif sécuritaire, parce qu'on sait qu'un tel montant, on ne peut pas le transporter à l'intérieur du pays sans prendre un certain dispositif sécuritaire. Absolument. Et donc, ça a interpellé de nombreuses personnes. Il y a eu des questions qui se sont posées. Des questions légitimes. Des questions légitimes. En tout cas, valables. Pour un citoyen que je suis, que vous êtes, pour se demander qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi c'est après seulement le vol que le citoyen lambda a été informé, et surtout quelques jours après des multiples alertes. Ça fait des spéculations. Et je commençais par vous dire que jusqu'ici, on ne connaît pas à qui appartient ces 21 milliards. Bien sûr qu'on parle d'un particulier, mais il reste inconnu. On ne connaît pas ce particulier, il reste inconnu. À la place donc de ce particulier, c'est la BCRG qui a lancé l'alerte, et c'est la BCRG qui a mis en place un comité de crise. C'est la BCRG qui a aussi saisi, présidé par le gouverneur Karamo Kaba, qui a aussi saisi les autorités militaires et paramilitaires. Aujourd'hui, à travers toutes les décisions qui ont été prises, on a eu à avoir des pistes, mais ça a causé quand même de préjudice à de nombreuses personnes, notamment des cambistes, parce que parmi les personnes aussi arrêtées qui sont citées comme complices figurent des cambistes. Depuis la semaine dernière, il y a eu des interpellations dans le rang de ces derniers. Des personnes ont été interpellées. Selon les informations, il y a eu un certain Elhaj Amadou qui a été arrêté, interpellé et déféré aussi à la maison centrale. Lui, il est cambiste.
Et donc, on lui La liste des reproche... cambistes, elle est longue. hein. Elle est longue. Bien. Mais le premier qui a été arrêté, on le reproche d'avoir fait des échanges de monnaie parce que Dans un parking de la place. dans un parking de la place, Bien. selon les mêmes sources, je crois un des présumés braqueurs avait essayé d'acheter un véhicule dans un parking de la place et que le propriétaire du parking a dit qu'il ne prend pas des billets de francs guinéens et donc à la place des billets de francs guinéens, il préfère des devises et donc lui, Elhadj Amadou a été contacté dans ce sens-là pour pouvoir faire des échanges de monnaie, étant donné que des numéros de série de ces billets ont été déjà communiqués par la Banque centrale de Guinée, pour vous dire qu'on sait maintenant, pour des questions de traçabilité de ces billets, si on les utilise, il est facile de les retrouver. Et donc, le cambiste, lui, s'est retrouvé comme ça, patatras. Une victime collatérale. Une victime collatérale. Lui s'est retrouvé comme ça dans cette affaire. Après interpellation et interrogation, il a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Coronti. Et depuis lui, son arrestation, ainsi que l'arrestation de beaucoup d'autres personnes, notamment des campistes, parmi eux des personnes plus âgées, figurent dans le lot, pour vous dire qu'aujourd'hui, la situation est en train de prendre une autre tournure. Alors, de l'arrestation du présumé cerveau de cette affaire peut aujourd'hui donner de la joie à de nombreuses personnes qui veulent en savoir davantage dans cette affaire. En tout cas, pour le moment, on attend encore beaucoup plus de communication du côté de la justice, parce que l'affaire se retrouve entre les mains maintenant de la justice. Jusqu'à hier, on savait que le présumé auteur, le présumé braqueur ou le présumé cerveau de ce braquage se retrouvait du côté de Forêt-Caria. On était en train de voir alors son transfèrement vers Conakry. On n'en sait rien pour le moment, mais tout porte à croire que les lignes commencent à bouger dans cette affaire, Yahya. Bien. Voilà ce qui est bien dit, Moussa Seck. Mohamed Loba, je le disais ici, c'est à dormir debout, Mohamed. Ah ben, c'est à dormir debout déjà quand on parle d'une somme aussi faramineuse de 21 milliards, parce que quand même des spéculations aujourd'hui autour même du montant exact dérobé ou braqué sur la route nationale Kindia-Mamou. Aujourd'hui quand même il y a, disons, une incompréhension autour de ce braquage aujourd'hui, parce qu'on parle quand même d'un montant, on se demande pourquoi et pour quel motif, quelle était l'urgence réellement que ce montant se retrouve quand même, disons, dans la nature comme ça, en espèces. Train d'être en espèces, bien entendu, en train d'être, disons, transféré d'une ville à une autre ville. Quelle était l'urgence? Et aujourd'hui, je crois que toutes ces questions-là, soit peut-être le particulier qui pourrait même, au-delà de, disons, même du présumé cerveau aujourd'hui qui serait arrêté du côté de la Sierra Leone, lui-même, il devrait être entendu, c'est-à-dire la victime elle-même, elle devrait être entendue pour savoir réellement. Une victime inconnue, hein, maman. Bon, enfin, du public, mais nous autres, quand même, savons réellement, parce qu'il y a aujourd'hui des indices, et même s'il n'y a pas eu de déclaration publique autour, quand même, de l'identité de cette victime. Mais je crois qu'au-delà de tout, parce que, quand même, si on se veut en état sérieux, c'est-à-dire de droit, on devrait être quand même à même de l'interroger pour savoir réellement quelles étaient les intentions derrière pour quand même transférer un tel montant d'une ville à une autre ville. On parle de 21 milliards. Parce que là, il y a assez et quand même d'ambiguïté aujourd'hui qu'il faille quand même dégager, des zones d'ombre qu'il faut quand même lever. 21 milliards, pour quel objectif? 21 milliards appartient à qui? Oui, bien sûr. Justement. C'est-à-dire ce sont des questions légitimes. La provenance de ce fonds-là, comment il se l'est offert. Je crois que toutes ces questions-là devraient aujourd'hui, et lui et le présumé. Et surtout, le montant était destiné à quoi à l'intérieur? À quoi exactement? Comment il les a obtenus? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie pour avoir tout cet argent-là? Je crois que ce sont des questions aujourd'hui qu'il faille quand même qu'il faille se poser. Parce que la Guinée, quand même, est un état de droit.
on ne peut pas comprendre qu'un individu se promène avec une telle somme d'argent, c'est-à-dire sans être inquiété. Et pourquoi ? De l'autre côté, il y a l'aspect sécuritaire aujourd'hui, quand même, qu'il faille interroger. L'aspect sécuritaire, vous ne pouvez pas prendre, disons, 20 milliards, même ne serait-ce que, disons, une somme de 10 milliards ou 5 milliards de francs guinéens. Vous ne pouvez pas vous promener avec une telle somme sans quand même, disons, au préalable, bien avant tout, penser à l'aspect sécuritaire. À plus forte raison qu'on parle là de 21 milliards de francs guinéens. Ça veut dire que cette somme-là, une seule personne ne peut pas prendre sur elle dans un sac et, disons, se promener avec. Ça veut dire qu'il faut un contingent, ça veut dire qu'il faut un convoi. Disons, si ça se passe, donc il faut quand même que l'aspect sécuritaire soit vraiment, disons, prise en compte. Tout cela n'a pas indexé surtout. Tout cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, on a quand même, disons, un présumé cerveau, un suspect, disons, qui a été finalement mis aux arrêts. Aujourd'hui, on attend de voir ce que, disons, les autorités judiciaires vont quand même décider dans ce sens-là, pour non seulement son extradition. Est-ce qu'il a été extradé? Est-ce qu'il a été aujourd'hui interrogé à date? Il a été présenté à un juge d'instruction pour être entendu sur PV. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Je crois qu'il faut, c'est vrai que c'est une enquête, ça reste une enquête, mais au-delà, au lendemain même du braquage, il y avait quand même, je crois bien, une information judiciaire qui avait été ouverte dans ce sens-là, pour pouvoir quand même mettre la main sur ce présumé cerveau aujourd'hui qui est Monsieur Diallo, justement, Thierno Moussa Diallo. Donc on attend de voir ce que le reste quand même de l'enquête va nous donner dans ce sens-là et comment le procès va s'organiser pour qu'il soit entendu, parce que jusqu'à présent, jusqu'à date, il quand même bénéficie de la présomption d'innocence. C'est pourquoi on parle de présumé. Donc il faut attendre la conclusion judiciaire pour beaucoup plus de commentaires. De l'autre côté, comme je l'ai dit, et la victime et le suspect devraient tous être entendus pour comprendre réellement et savoir, parce qu'on se dit encore qu'il y a Anguille Soros, qu'il y a des informations que nous autres ne savons pas, et ce sont ces deux personnes-là et qui pourraient vraiment nous édifier. Et de l'autre côté, bien sûr, il y a quand même des complicités. Thierno Moussa Diallo à lui seul ne peut pas quand même braquer la justice va déterminer tout cela, Mohamed. En attendant, la Banque centrale n'a pas dit mot d'abord, Yam Sachek. La Banque centrale n'a pas dit mot, et c'est la Banque centrale quand même qui a activé des services de recherche de ce côté-là. Mais il faut comprendre que maintenant là, la situation est beaucoup plus judiciarisée que sociale ou autre chose. Donc la Banque centrale avait simplement fait l'alerte, parce que jusqu'ici on sait que l'argent n'appartient pas à l'État, donc c'est pas pour la Banque centrale, et donc on a dit que c'est pour un particulier. Peut-être qu'à travers ces différentes interpellations ou arrestations parmi les présumés braqueurs, on saura à qui appartient ces 21 milliards de francs guinéens, Yahya. Yamoussa Cheikh, c'est une scène aussi inédite qui s'est produite à Doko, dans la préfecture de Sigiri. Un homme d'une trentaine d'années coupe sa partie génitale à l'aide des morceaux de tôle. Selon les dernières informations, l'homme serait alité à l'hôpital régional de Kankan. Si tout va bien, nous aurons tout à l'heure notre correspondant basé à Sigiri, Ousmane Osekondé, pour nous en parler, Mohamed Loba. C'est une situation tellement embarrassante même d'en parler, parce que... Alors Mohamed, on nous apprend que déjà l'invité est là. En attendant, on reviendra effectivement analyser tous ces faits-là. Ousmane Osekondé, bonjour. Oui, bonjour mon cher, comment ça va? Merci pour la disponibilité. Vous nous alertiez hier, un homme d'une trentaine d'années aurait coupé sa partie génitale. Et selon les dernières informations, l'homme serait alité à l'hôpital régional de Kankan. Est-ce vrai? Oui, exactement, mon cher. Il faut savoir que
Kabaketa, c'est le nom de la victime qui s'est coupé lui-même son sexe. Et l'acte s'est déroulé à Doko. Doko, c'est une sous-préfecture de Sigiri. Et selon nos informations, on a appelé personnellement son cousin qui nous a relaté les faits. Et l'homme serait sorti dans l'accident de l'abonnement de mine à Doko. Et maintenant, il était alité chez son oncle, c'est son cousin plutôt, alité là-bas. Il était dans les détresses, dans beaucoup de choses. Et l'homme a décidé maintenant de se donner la mort. Dès que l'acte s'est déroulé, c'était le samedi 26 avril 2025. Et son cousin, personnellement, a pris la victime, et le membre de sa famille. Il a conduit directement ici, dans la préfecture de Sigiri, commune urbaine, et à l'hôpital préfectoral, ou encore ils l'ont évacué directement sur Cancan pour les soins. Alors, Ousmane, oui. Pour moi, quand on dit c'est couper sa partie génitale, pour moi, dans ma tête, c'est trop vague. Est-ce que c'est enlevé carrément ou bien il s'est simplement blessé? C'est ce que je veux savoir. Est-ce que l'organe génital est enlevé carrément, c'est fini, ou bien ou c'était une tentative? En vue d'œil, présentement, je regarde la vidéo et l'homme a coupé totalement son sexe, comme vous le dites. Incroyable. Et donc, je vais vous dire que cet homme, il est là il y a longtemps. Son cousin, d'après son cousin, il serait un toxicomane, c'est-à-dire quelqu'un qui prend trop des stupéfiants. Voilà, justement, c'est ça. Alors, donc, la finalité, c'était de se donner la mort, c'est cela? Bon, présentement, il est alité à l'hôpital préfectoral, comme vous le saviez. Son frère, son cousin m'a dit qu'il est présentement, qu'il a demandé le manger, qu'il n'a pas très mal de choses comme ça. Bien, quand même, il est alité à Cancan et il parle bien. Il dit encore. Selon les explications, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, selon les explications de son cousin, il serait quand même accro aux aphrodisiaques, et notamment aussi aux drogues. On parle même de chanvre indien. Et on nous fait comprendre également qu'il était à un moment donné du côté du Mali et il est revenu et finalement il est parti à Niagasola où il était en train d'opérer quand même dans une zone minière et finalement a été victime disons d'un éboulement qui quand même lui a causé une compression médulaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus réellement ce qui a véritablement conduit à cette scène inédite? Ok, cet homme du nom de Kabaketa était d'abord à Conakry et il a subi un accident. Après l'accident, il est venu directement sur Sigiri. Et arrivé sur Sigiri, il s'est dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Il a subi l'accident où? À Conakry ou à Niagasola? Exactement, à Conakry. À Conakry là-bas parce qu'il est souffert de profession. Et donc un accident de la circulation. Hein. Exactement. Par peur, il est venu directement chez son cousin ici à Sigiri. Maintenant, de Sigiri, il s'est intéressé à l'exploitation minière ici à Sigiri. Bien. Maintenant, de l'exploitation minière, parfois, vous savez, ici chez nous, tous ceux qui sont dans l'exploitation minière prennent quelque chose comme stupéfiant pour s'engager, pour, n'est-ce pas, travailler. Pour stimuler le corps. En temps plein. Oui. Bien. Oui. Donc maintenant, c'est là où son frère, d'après son frère, il a subi l'accident aussi dans l'éboulement d'or, dans la mine d'or dans une ville ici, à Sigiri ici, Mandé Fidako. Bien. Mandé Fidako, c'est là où il a subi l'accident. Très bien. Et d'après son frère,
lui, il n'a pas les moyens il n'avait pas les moyens pour évacuer son cousin à Bamako pour les soins. L'homme est resté alité comme ça et chez lui à Doko. On lui a transporté à Doko, on lui a envoyé à Doko. Il est resté là-bas, il était à la maison, on lui donnait tout à la maison. Il était tranquille, il était immobilisé. Bien. Et voilà, personne ne peut dire qu'il avait les dépressions mentales. Bon, on peut dire d'une part qu'il avait les dépressions mentales parce que prendre les stupéfiants et pour faire les travaux, ça peut amener à autre chose. Donc, comme ça, ses parents disent qu'ils n'avaient pas l'habitude de prendre les stupéfiants. Alors, Ousmane, concernant aujourd'hui les dernières nouvelles, surtout du côté quand même de son médecin traitant, est-ce qu'aujourd'hui la victime est hors de tout danger? Je vais vous rappeler que après ma communication avec son cousin hier soir, il était en bon état, d'après son frère, son cousin. Bien. Alors, une autre précision, où c'est l'endroit, revenons un peu en arrière, l'endroit où l'acte s'est déroulé. Est-ce dans un endroit isolé ou dans un public? C'était un endroit isolé, hein, c'était vers les 16 heures, vers l'après-midi. L'acte s'est déroulé dans un endroit isolé où il n'y avait pas assez de monde. Donc il était seul? Il était seul, il a profité pour se donner la mort. Alors vous dites que Ousmane, que selon la famille, le monsieur ne prenait pas il s'était pas un habitué de stupéfiants, mais tout de même, nous, selon nos informations, l'homme était un habitué des faits, et raison pour laquelle il s'est séparé de son cousin frère. L'aventure l'a conduit du côté de Mali, et il est revenu également à Doko après son accident alité. Il a, malgré des interdictions faites par son frère cousin de prendre des stupéfiants, il s'est aussi relancé dans l'affaire. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas entre, selon la famille, il n'était pas un habitué des faits, et selon les informations qui ont été relayées à travers des médias locaux? L'information réelle est ce que vous venez de dire. La famille se casse derrière les barrières, c'est ce que je vous ai dit. D'après leur famille, il n'était pas habitué à la consommation des stupéfiants. Et puis, depuis qu'il est arrivé sur Sigiri, il s'est mis dedans, il a commencé à consommer les stupéfiants. Est-ce que voyez-vous? Maintenant, et ça, c'était parce qu'il avait commencé à l'exploitation minière. Il s'était lancé dans l'exploitation minière, et pour ça, ici, il faut forcément prendre les stupéfiants et pour travailler durement. Alors, aussi... L'information réelle est celle que vous venez de dire. Aussi, est-ce qu'on peut en déduire pour dire que, en dépit de tout ce que vous venez de rappeler ici en termes de passé rocaillé de l'homme, est-ce qu'on peut dire qu'il était finalement atteint d'une dépression mentale, donc il ne jouissait pas de toutes ses facultés? Pratiquement, il avait maintenant une dépression mentale, pratiquement. Mais il était tout de même dans la société, il se comprenait avec les gens, il vivait parmi les hommes. Non, et il n'était pas maintenant avec les hommes. Après son accident du côté de Mandé Fidako, il était isolé seul dans la maison maintenant, d'après son cousin. Bien. Ousmane cela a causé la dépression mentale. Bien. Ousmane Ossé Condé, notre correspondant basé à Sigiri. Merci aussi pour toutes ces informations. Merci à vous de même. Bien. Mohamed Loba, nous avons écouté Ossé Condé. On ne peut plus clair, hein? On ne peut plus être clair quand même que ces explications données, effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé selon les explications, les dernières explications. On ne sait pas aujourd'hui comment quand même, disons, les médecins sont en train de travailler pour récupérer l'homme, mais ils sont en train de faire un travail vraiment de taille énorme parce que... Un travail miraculeux. Miraculeux. Si on nous apprend que tout est parti, il a tout coupé, et je me demande comment il va vivre. Évidemment, parce que jusque-là, je suis assez dubitatif
Je ne comprends pas, sceptique, je me demande. Par quel miracle il a pu survivre quand même? Parce que on sait tous que si vous vous débarrassez quand même de ce bijou-là, ça va être très difficile pour vous de survivre quand même, ou disons, même après même 2 heures, 2 heures du temps, ou même 1 heure du temps, avec, disons, la douleur atroce et puis le sang que vous allez perdre de tout. On se demande réellement, enfin, c'est miraculeux. C'est miraculeux. C'est miraculeux et c'est même incompréhensible. C'est miraculeux, Yamoussa Cheikh. Non mais chapeau. Je vous ai dit sursauter, Yamoussa. Ben, j'ai sursauté et maintenant je tire chapeau. Et parce que moi... vous tirez chapeau à qui? Toute mon inquiétude, j'en viens, allez-y. J'en viens. On trépigne là. Au médecin, hein? Ouais. Toute mon inquiétude, c'était de savoir est-ce qu'il s'est simplement blessé ou il a carrément coupé sa partie génitale. Ouais. Mais selon Ousmane Osekondé, il a totalement, c'est totalement coupé. D'où je tire chapeau au service des urgences médico-chirurgicales de l'hôpital préfectoral de Siguiri. C'est vrai, il faut tirer chapeau à ce service-là, et parce que pour celui qui connaît la fragilité de cet organe génital. Et c'est depuis le 25 avril, hein, depuis le vendredi dernier, il faut le préciser. La fragilité de cet organe génital. Et sa sensibilité. Et que l'on me dise que c'était coupé carrément, et puis on a réussi à vraiment refaire la partie, et que le patient aujourd'hui se porte très bien. Il demande à manger même. Et donc il demande même à manger et à boire. Non mais on ne rit pas pour rire. Non mais on est... C'est très sérieux. Non mais c'est très sérieux. On parle de la vie, man. Le rire qui se passe, c'est parce que je suis joyeux, parce que l'être humain a retrouvé sa vie. Parce qu'on ne peut pas vous dire que lui, il a coupé, il a sectionné sa partie génitale. Enfin, il s'est mutilé. Il s'est mutilé. Pour une deuxième fois. Oui, c'est une mutilation génitale, ça. Et c'est mutilé, et après, aujourd'hui, on nous dit qu'il... Bon, c'est une grosse mutilation. Il faut le dire, parce que la partie a été coupée carrément. Et donc, on me dit qu'il commence à recouvrer sa santé. Et donc, Dieu merci. D'où il faut tirer chapeau à ce service d'urgence, des urgences médico-chirurgicales de l'hôpital préfectoral de Siguiri. Mais Yaya, au-delà de tout, il faut être fou pour faire ça. Même un fou, d'ailleurs, connaît l'importance d'un organe génital. Quand même. Ouais. Alors, des pistes qui ont été... Mais pas que les fous qui se donnent la mort. On a compris par là que l'objectif était de se donner la mort. Hein. De se donner la mort. Voilà, mais ça s'est fait par pendaison aussi. Sauf que lui, il a commencé par là où il fallait terminer. Ben ça, c'est une analyse. Hein. Personne n'a parlé à la place de la victime. Bien. Ça, c'est une analyse. Si on pensait qu'il voulait se donner la mort, parce qu'il a utilisé quand même un morceau de tôle pour arriver pour accomplir ses besoins. Il s'est servi d'un morceau de tôle pour procéder ainsi. Bien. Et donc, bonne nouvelle, parce qu'il se porte bien, mais c'est quand même atroce. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que ce phénomène quand même continue à grandir dans nos différentes villes, surtout de l'intérieur du pays. Parce que dans la même semaine, il y a le cas similaire qui s'est produit à l'Abbé. À l'Abbé, donc ça veut dire aujourd'hui l'effet de drogue ou le même cas, comme c'est le cas de... Évidemment, sauf que là, je crois, mort s'en est suivi. C'est difficile aujourd'hui de décrire ces situations-là parce que, encore une fois, ce sont des situations entraînées ou causées souvent par ce qu'on appelle l'emprise de ces différentes drogues aujourd'hui, quand même, qui sont en train de dominer cette génération aujourd'hui, la couche juvénile. La couche juvénile. Parce que c'est devenu de trop. La dernière fois, on parlait des effets ou des méfaits quand même de la drogue couche. Et aujourd'hui, on parle d'autres drogues, notamment tramadol, notamment chanvre indien. En fait, c'est devenu tellement compliqué aujourd'hui que cela interpelle de facto quand même nos autorités. Une implication, c'est vrai, judiciaire, une implication des autorités nous permettrait sûrement d'éviter d'autres cas. Parce qu'il y a d'autres fous qui pensent dans la même direction. Très bien. On passe au troisième sujet. En Côte d'Ivoire, on vous le disait, à 6 mois de la présidentielle, la tension monte entre le pouvoir et l'opposition politique.
Écarté de la course après sa condamnation, Laurent Gbagbo mobilise ses partisans. Ce samedi, au terme d'une réunion de son parti, le PPACI, un appel à une protestation citoyenne multiforme et permanente a été lancé. Le parti réaffirme son exigence de voir Laurent Gbagbo, âgé de 79 ans, réintégré sur la liste de candidats, ainsi que la mise en place de nouveaux organes électoraux consensuels. Il demande également un audit complet et indépendant du fichier électoral, condition essentielle selon le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire pour une élection crédible. Si tout va bien, nous aurons tout à l'heure notre confrère Fernand Dédé depuis Abidjan. Yamoussa Cheikh. Alors bien sûr, on en a parlé disons des dizaines de fois dans cette émission. L'autre fois, c'était Tidjane Thiam qui avait appelé à une manifestation. Aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo avec les mêmes problèmes parce que on va vous couper la parole, Yamoussa Cheikh. On nous apprend déjà que notre confrère est déjà là. On reviendra commenter comme on l'a fait pour le premier sujet. Fernand Dédé depuis Abidjan. Bonjour Fernand. Bonjour. Merci pour votre disponibilité. Yamoussa Cheikh. Alors Fernand, trop c'est trop. C'est ce que clame, c'est ce que brandit aujourd'hui Laurent Gbagbo, l'ancien président au pouvoir. Trop c'est trop. Qu'est-ce que veut faire Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo l'a dit à plusieurs reprises, la politique est un métier. Le samedi dernier, les observateurs attendaient un mot d'ordre ferme, soit des manifestations de rue. En tout cas, les partisans de Laurent Gbagbo attendaient un mot d'ordre. Il le disait, dites seulement un mot et le reste suivra. Laurent Gbagbo a demandé à ses partisans de rester calmes parce que, selon lui, depuis sa déclaration d'Abou 2 semaines plus tôt, eh bien, des contacts souterrains sont en cours pour essayer de régler le problème. En attendant, Laurent Gbagbo veut ratisser l'âge. Il sait très bien qu'aujourd'hui, il faudra inclure tous les Ivoiriens dans son combat. Il a dit, j'avais lancé un appel à Benoît un an plus tôt en demandant un rassemblement de tous ceux qui voudraient le départ du pouvoir actuel. Bien, il a précisé sa pensée en disant que trop, c'est en fait un appel à tous les Ivoiriens qui estiment que les conditions sociales, économiques sont de trop en Côte d'Ivoire. Il faut crier le haut là et donc se mettre ensemble pour dire sur le terrain social, sur le terrain politique, sur le terrain économique et peut-être culturel que mettons-nous ensemble pour atteindre l'objectif qui est de changer le pouvoir en 2026. Alors, au lendemain du lancement de ce mouvement, quel est le climat aujourd'hui politique en Côte d'Ivoire? Notamment, est-ce que cette décision de lancer ce mouvement trop c'est trop ne risque pas d'embraser d'autres formations politiques aujourd'hui dont les responsables sont visés par une exclusion? Écoutez, Laurent Gbagbo, c'est exactement, il a été ancien président. D'abord, il a été opposant depuis 82. Ensuite, il a été à la base de retour du multipartisme en Côte d'Ivoire en 90. Il a à plusieurs fois, c'est un enfant de la prison en fait, parce que de tout son combat politique syndical, il a toujours séjourné en prison. Il sait très bien qu'aujourd'hui, affronter le terrain politique dans les conditions actuelles, dans un climat politique délétère où pratiquement l'ensemble des ténors de l'opposition sont pour l'instant exclus de la compétition, à commencer par Laurent Gbagbo lui-même, Blé Goudé Charles, Soro Diom et maintenant Tidjane Thiam. Eh bien, il sait très bien qu'il faudra y aller en douceur pour ne pas en rajouter au traumatisme qui reste permanent en Côte d'Ivoire depuis les affres de la crise post-électorale. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il a donné instruction à ses lieutenants, à ses partis, ses collaborateurs les plus proches d'organiser le mouvement. Et donc, sur le terrain, pour l'instant, la méthodologie n'est pas encore clairement définie. Il a dit il faut un mouvement multiforme. Et donc, tout le monde attend. Mais vous avez raison de dire que le climat est tellement délétère qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout le monde, comme l'a dit Blé Goudé hier,
j'ai peur, tout le monde a peur. Alors, Fernand, Dédé, rappelons un peu l'histoire. Laurent Gbagbo, qui a séjourné pendant plus de 10 ans à la CPI, accompagné de son ancien bras droit, en l'occurrence Charles Blé Goudé, a quitté, il revient en Côte d'Ivoire. Beaucoup attendaient à une retraite politique anticipée de Laurent Gbagbo. Il ne l'a pas fait. Le FPI, qui était son parti, dont il était le fondateur, a été, disons, récupéré par Afin-Guessan. Il crée son parti, le PPACI. Est-ce que c'est le même Laurent Gbagbo en termes de mobilisation, en termes de poids politique, ou beaucoup plus même le Laurent Gbagbo qu'on a connu en 2010? Laurent Gbagbo reste toujours une attraction politique sur le terrain. On le voit à chacun de ses appels, à chacune de ses sorties. Ses militants sont captifs, ils sont toujours nombreux, déterminés, engagés. Ils le soutiennent, cet enthousiasme n'a pas faibli, au contraire. Pour les observateurs, en réalité, le combat de Laurent Gbagbo n'est pas forcément d'être président de la République de nouveau. Ce qu'il cherche véritablement, c'est d'être blanchi totalement des accusations de casse de la BCEAO, parce qu'il a dit ce qu'il voudrait bien laisser à la postérité, à ses enfants, c'est que jamais on écrira sur sa tombe ou dans ses mémoires qu'il a été un fraudeur, un voleur, un braqueur. Il veut laisser à la Côte d'Ivoire l'image d'un homme qui a voué sa vie à la moralisation de la vie sociale, à la crédibilité, à l'équité, à la démocratie. Et donc, condamné aujourd'hui sur la base de la casse du cas de la BCEAO pendant la période de la rébellion et la crise post-électorale, il estime que c'est injuste parce que il était à la CPI et il a été jugé par contumace à Abidjan. Et dans l'arrêt, il est bien marqué qu'il était absent. Alors il dit, je ne pouvais pas être à la CPI, conduit à la CPI par l'État ivoirien, et la même justice qui a donc coopéré avec la CPI pour m'envoyer à La Haye ne peut pas me juger en trouvant que j'étais absent et que je ne m'étais pas présenté devant la justice. Ça pose un problème juridiquement tenable pour lui, intenable pour lui, je voudrais dire. Et donc, il voudrait être réhabilité totalement, quitte après, à passer la main, à se retirer dans son village et écrire des mémoires. Donc, c'est un combat de dignité qu'il mène, d'honneur. C'est un combat de la conscience historique que Laurent Gbagbo est en train de mener. Alors, Dédé, connaissant les décisions de justice qui ont mis l'homme à l'écart de la course présidentielle, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que c'est une victime de pouvoir en place qui est en train d'appeler à une manifestation appelée « Trop c'est trop » ou c'est simplement un mécontent du pouvoir, Laurent Gbagbo? Gbagbo est un politicien de métier. Il sait très bien que la Côte d'Ivoire n'est pas sortie d'un dîner de gala en 2011. Il sait très bien que la bataille ne sera pas facile. C'est deux pouvoirs, deux positions diamétralement opposées. Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui le président, a souffert pendant un peu plus de 20 ans des affres de la dénégation sur sa nationalité. Il a connu tellement de problèmes à Alassane Ouattara. Il a dit d'ailleurs en 2019 à Katiola, au cours d'une visite qu'il lui a effectuée en sa qualité de chef de l'État, il a dit oui, la famille Ouattara, je suis un Ouattara, j'ai été profondément blessé dans ma dignité, mais j'ai pardonné. Aujourd'hui, la vraie question, c'est que le président Ouattara a fait des efforts sur le chemin de la réconciliation, de la cohésion sociale. La plupart des Ivoiriens qui étaient en exil, en tout cas pour la grande majorité, ont pu regagner le pays en toute sécurité. Certains ont retrouvé leurs emplois. Aujourd'hui, les partis politiques fonctionnent plus ou moins bien. Et donc, la question fondamentale, Laurent Gbagbo d'ailleurs a été gracié, tout comme Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, la balle est davantage dans le camp du président Alassane Ouattara. Quelle image veut-il laisser dans l'histoire? Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est une victime du pouvoir en place qui appelle à des manifestations aujourd'hui avec
l'expression trop c'est trop, ou c'est simplement un mécontent du pouvoir? C'est ça la question. Un frustré. Un frustré. On va dire les deux à la fois. Il est d'abord une victime, mais c'est surtout un mécontent parce qu'il ne peut pas accepter d'être accusé de braqueur de BCAO parce qu'en 2011, quand il y a eu les problèmes, quand les banques occidentales qui ont leur succursale à Abidjan ont fermé, il a trouvé le moyen de contourner la décision pour assurer la survie de l'État, et tous les magistrats, tous les fonctionnaires ivoiriens ont perçu leur salaire par la méthode qu'il a mise en place. Donc la BCAO qui est concernée en premier chef n'a jamais porté de plainte. Donc Laurent Gbagbo estime qu'il n'a absolument pas enfreint aux règles de la Banque centrale, donc il n'est coupable de rien. Et maintenant, il est mécontent parce qu'on ne peut pas continuer, il estime qu'on ne peut pas continuer de l'accuser d'être fautif, alors que la Cour pénale internationale a connu de son dossier pendant une dizaine d'années. L'État ivoirien avait tous les moyens de pouvoir apporter les preuves, il ne l'a pas fait, il a été blanchi, il ne supporte donc pas d'être encore sous le coup d'une sanction judiciaire en Côte d'Ivoire, là où la Cour pénale internationale a blanchi. Donc c'est les deux points à la fois. Il est victime, mais aussi il est très mécontent. Bien. Alors, en quoi est-ce que, c'est-à-dire sa candidature à l'élection présidentielle pourrait être quand même, ou pourrait éponger, c'est-à-dire disons ces différentes accusations-là, pour lesquelles même il avait été condamné, il faut le préciser, ça c'est la première question. La deuxième question, aujourd'hui la Côte d'Ivoire, qui semble quand même être un pays, disons, fracturé en deux, entre les opprimés d'une part et les privilégiés. Est-ce que dans les jours, de semaines à venir, on ne pourrait pas, disons, assister à une coalition ou à la naissance d'une coalition entre, disons, bien entendu, ces politiques aujourd'hui est quand même exclus de cette course présidentielle? Les coalitions existent. Il y a déjà le CAP Côte d'Ivoire, la coalition dont le président du PDCI, Tidiane Thiam, est le coordonnateur, qui comprend d'ailleurs l'ex-épouse du président Laurent Gbagbo, Simone, et qui comprend son ex-premier ministre et ex-président du Front populaire ivoirien, Afim Guessan. Et donc une vingtaine de partis se sont réunis en une coalition pour obtenir des conditions démocratiques d'organisation d'élections propres. Et cette coalition demande la dissolution de la CEI actuelle, et donc un dialogue politique et ensuite la redéfinition des conditions d'organisation. Alors Laurent Gbagbo lui-même également a lancé un appel, c'est vrai, il a dit on ne m'avait pas compris, je ne parlais pas d'une coalition de partis politiques, mais je parlais au sens large de personnes qui estiment que trop c'est trop en Côte d'Ivoire, la souffrance, les conditions de vie, la cherté de la vie, les conditions de cohésion sociale, l'oppression. On a plein de problèmes au niveau foncier, par exemple, où des personnes ont pratiquement tout perdu par le biais des personnes, malheureusement, qui ont peut-être des relations avec le pouvoir. Et donc, oui, il y a des coalitions qui se mettent en place. Est-ce que Laurent Gbagbo va se retrouver dans une coalition avec Afim Guessan, pourquoi pas, avec son épouse, avec Tidiane Thiam, pourquoi pas? Vous savez, en politique, tout est possible. Ce qui n'est pas encore fait reste possible. Alors, pour terminer, c'est la dernière question, Fernand. C'est la réaction du pouvoir en place. Avec tout ce que nous voyons ici, un tas d'acteurs, pas les moindres, exclus. Comment on interprète tout cela? Comment on réagit au niveau du camp présidentiel? Le camp présidentiel, il faut le classer en deux catégories. Il y a les lieutenants, ceux qui interviennent régulièrement dans les médias, dans les meetings, qui ont des positions tranchées, que j'appelle des positions de sofa. Et puis, il y a la position silencieuse d'observateur distante du président de la République, qui, lui, n'a peut-être pas encore réagi à la situation, qui pense que les pouvoirs sont aujourd'hui séparés, la justice joue son rôle, et il faut attendre sûrement le congrès du RHDP qui était programmé pour ce mois de mai et qui a été reporté au mois de juin, probablement dans la deuxième quinzaine du mois de juin, pour voir officiellement la position. Alors, mais ce que je puis dire, c'est que la chancellerie, le ministère de la Justice, justement,
a réagi hier pour clarifier la position, parce que sur la question de Tidiane Thiam, en estimant que Tidiane Thiam n'est pas apatride, en confirmant qu'il est de père et de mère ivoirien, et donc il est ivoirien de naissance et non par acquisition, et donc Tidiane Thiam a gardé toute la nationalité ivoirienne. Très bien. Voilà ce qui est bien dit. Fernand Dédé, journaliste depuis Côte d'Ivoire, merci pour votre disponibilité, chers confrères. Merci et salut à tous nos amis et frères guinéens. Merci, à très bientôt. Bien, nous marquons une courte pause, autant pour nous de nous acquitter de nos obligations commerciales. On revient dans un instant. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité. Dernière ligne droite de cette émission, Le Scanner. Merci de votre fidélité. Merci de nous écrire sur le 629 95 67 67.
le 629 95 67 67. Vos messages seront relayés. Merci aussi de nous écrire sur notre page Facebook Kavi TV. Merci de nous écrire aussi sur WhatsApp. Toutes vos propositions, vos messages seront pris en compte. Merci de nous suivre un peu partout à travers le monde. Merci de nous suivre en Côte d'Ivoire. Merci de nous écouter du côté du Sénégal, du Mali. Merci de votre fidélité encore une fois. Yamoussa Seck, on était avec notre confrère Fernand Dédé, on l'a écouté sur la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. On s'en rend compte que la lutte que mène Laurent Gbagbo ne consiste pas seulement à revenir au pouvoir, mais à laver son honneur. Et oui, justement, et ce n'est pas seulement Laurent Gbagbo qui est concerné dans cette affaire, parce que en Côte d'Ivoire, on parle de la frustration parmi les acteurs, dans les rangs des acteurs politiques, et on s'en rend compte que évidemment, il y a de nombreux frustrés. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y avait Tidjane Cham du parti PCDI qui avait appelé à une manifestation suite à une décision de justice. Alors, avant-hier, c'est Laurent Gbagbo aussi qui met en place un mouvement Trop c'est trop pour dire que oui, suite également à une décision de justice parce que les dés ont été carrément mis à l'écart dans la course présidentielle. Ils ne sont plus, sont déclarés inéligibles de cette course-là. Et donc, Laurent Gbagbo qui fait appel aujourd'hui à tous ceux qui ont un ras-le-bol à exprimer contre le pouvoir en place et de rallier le mouvement pour s'exprimer. Comme pour vous dire, il y a vraiment de crainte. Dédé l'a dit tout à l'heure, mais lui-même, il a peur. Tout le monde a peur aujourd'hui. Parce que connaissant l'histoire politique, le passé politique de la Côte d'Ivoire, avec cette atmosphère qui semble tendue. Il devient de plus en plus délétère. Oui, du côté de la Côte d'Ivoire, il y a évidemment des craintes. Pas seulement Laurent Gbagbo, mais des autres. Donc la crainte aujourd'hui, ça a commencé par Tidjane Cham, aujourd'hui c'est Laurent Gbagbo, les Charles Blé Goudé sont de l'autre côté. Alors c'est possible que tout le monde se donne la main pour aller au front contre le pouvoir en place. Et ça, on ne le souhaite pas. Bien. Mohamed, on l'a écouté. Oui, nous l'avons suivi. Il fallait s'y attendre. On le disait ici précédemment, même dans cette même émission, concernant aujourd'hui ce que risque la Côte d'Ivoire en termes de protestation contre ces différentes décisions judiciaires rendues ça et là dans les cours de tribunaux du pays. Notamment ces différentes décisions de radiation ou d'exclusion carrément de certains leaders politiques, non les moindres quand même, de la liste, disons, électorale, notamment cette course pour l'élection présidentielle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut craindre? Déjà, on ne va pas dire assez. On a fait exprès de poser cette question aujourd'hui par rapport à ces différentes coalitions même qui pourraient naître au-delà même de celles qui existent encore, parce que la coalition, la question c'était concernant les personnes ou les leaders politiques aujourd'hui qui sont quand même empêchés ou par ces décisions judiciaires d'être candidats à la présidentielle. Imaginez un peu, disons, une coalition entre ces différents politiques-là qui ne sont pas quand même, qui ne sont plus à présenter, qui représentent aujourd'hui une grande partie quand même de la cartographie politique ivoirienne. Donc c'est pas une question aujourd'hui à prendre avec les pincettes pour le pouvoir, disons, d'Abidjan. Il faut aujourd'hui, je crois, ouvrir un couloir de dialogue pour pouvoir quand même décrisper un peu la situation tendue politiquement en Côte d'Ivoire. Dédé l'a dit, il y a des acteurs souterrains qui travaillent dans l'ombre. Je crois que c'est la nouveauté, c'est la nouvelle, pour ainsi dire. Et nous pensons que les amis de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas aussi les Chaz qui à un certain niveau s'étaient impliqués dedans, puissent participer à ce que cette situation soit désamorcée, Mohamed? Ben, vous le savez quand même, par rapport à la question liée au sage en Afrique notamment, en Guinée ici nous connaissons, disons un peu, voilà, ce qui se passe. Souvent c'est très rare de voir ceci s'impliquer directement. C'est vrai qu'il peut parfois y avoir quand même des rappels à l'ordre concernant le pouvoir en place, mais pour le cas ivoirien, je crois que le mal qui est là, et ce mal
ce qui peut le guérir, je crois que c'est le dialogue. Le dialogue et la main tendue, une main franche tendue du pouvoir pourrait réellement nous éviter aux Ivoiriens ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont vécu, disons, en 2010. Parce que il faut quand même sans dire que la plupart des manifestations en Côte d'Ivoire sont violentes. Il ne faut pas aujourd'hui avoir pour dernier recours ces différentes manifestations-là. Parce que quand même, vous le savez, on assiste à deux clans aujourd'hui. Il y a des opprimés, il y a des privilégiés. Alors, de quel camp se réclament ces personnes aujourd'hui qui créent notamment des mouvements de protestation? C'est des frustrés. Tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui Laurent Gbagbo qui cherche vaille-que-vaille, coûte que coûte, à laver son honneur par rapport à toutes ces accusations aujourd'hui qui quand même pèsent sur lui de 2010 à nos jours. Nous savons réellement ce qui s'est passé dans l'affaire notamment avec la Cour pénale internationale où il avait été jugé et acquitté avec son bras droit, Charles Blé Goudé. Tout ceci aujourd'hui quand même, disons, ce sont des personnes ou des leaders aujourd'hui dans la plupart heurtés par le pouvoir d'une manière ou d'une autre à travers souvent des décisions de justice. Ce qu'il faut aujourd'hui pour le pouvoir, disons, ou les autorités ivoiriennes, je crois que c'est d'appeler à un dialogue franc pour pouvoir discuter de toutes ces questions autour d'une table. Ce sont des Ivoiriens, c'est possible qu'ils se comprennent et il faudrait que cela passe par quand même une volonté du pouvoir d'aller vers ce dialogue-là et ce dialogue peut vraiment éviter aux Ivoiriens et Ivoiriennes de ce qu'ils ont connu en 2010. L'histoire risque de se répéter, sauf que c'est pas les mêmes acteurs presque, puisque Ari Konambedje n'est plus là, son parti est là, c'est le parti de Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo est là, Alassane Ouattara est là, ce sont les dinosaures de la scène politique ivoirienne. Quoi qu'on en dise, cette radiation sera perçue et vue comme une exclusion de la part de ce partisan de l'ancien président Laurent Gbagbo, Yamsa Cheikh. Oui, justement, surtout que on a tous entendu Dédé tout à l'heure, Laurent Gbagbo, il est toujours Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il a toujours la même popularité, voire plus. Il a toujours le même charisme politique, il a toujours le même presque pouvoir, et donc le même poids. Et donc si c'est Laurent Gbagbo qui appelle à une mobilisation, à une manifestation quelconque pour dire que trop c'est trop, on en a marre, pour exprimer le ras-le-bol face à un pouvoir aujourd'hui et qui est en train de radier toutes les voix discordantes de la course présidentielle. Et donc ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, il y a un problème, il y a une crainte. Dédé l'a rappelé, Fernand l'a rappelé tout à l'heure, lui-même il a dit en tant que journaliste, il a peur, et en Côte d'Ivoire, tout le monde a peur pour un passé aussi tumultueux politiquement parlant. Qu'on a connu de ce pays. Oui. Donc il y a une crainte dans le ventre. Chacun vu avec la peur dans le ventre, il faut le dire ainsi. Laurent Gbagbo n'est plus considéré comme éligible à la course présidentielle. Ni électeur. Il y a d'autres acteurs politiques également qui sont du détail des principaux candidats des partis politiques également, et puis on trouve des formes de justice pour dire tout simplement que vous n'avez pas la capacité d'être électeur ni d'être candidat à la présidentielle. Donc aujourd'hui, il y a problème, mais on ne souhaite pas. L'histoire peut-être risque de se répéter, mais ce n'est pas le souhait des Ivoiriens, du peuple ivoirien, ce n'est même pas le souhait du peuple voisin de la Côte d'Ivoire. C'est le moment donc de trouver solution à tout ça. Puisque les élections sont programmées à moins de 6 mois, je crois qu'il est temps pour le pouvoir en place de se pencher dessus. Alors, Mohamed. Il y a disons quand même, cet ultimatum aujourd'hui qui est lancé au pouvoir, notamment pour, disons, revoir la liste électorale et le camp de Laurent Gbagbo qui quand même demande une évaluation de la campagne, disons même, de cette campagne, trop c'est trop. Et puis voilà, une première quinzaine de juin,
passé ce délai, il compte passer, disons, à la vitesse supérieure. Et nous le savons très bien, appeler aujourd'hui à une manifestation ou à des mouvements de protestation dans un pays déjà dont le passé reste encore douloureux. Il parle, même, pour ne pas te couper, il parle, disons, d'une protestation multiforme et permanente. Évidemment, multiforme et permanente. Donc ça veut dire que c'est une politique de maintenir la pression, c'est-à-dire à travers, disons, toutes les fenêtres ouvertes aujourd'hui en termes de protestation, en termes de manifestation. Donc ça veut dire que disons, ce sont des décisions d'envergure aujourd'hui qui sont quand même envisagées et que le pouvoir quand même, disons, les autorités ivoiriennes doivent éviter à tout prix. Parce que on le dit, on ne va cesser de le dire, il faut trouver un remède à cela, et je crois que c'est maintenant là. Juin, c'est dans quelques mois. Et l'élection présidentielle, c'est en octobre. Il faut quand même dire que ce mal, il faut commencer par le guérir à partir de là, parce que ces velléités quand même de mouvements qui frisent quand même, disons, un soulèvement, disons, même des soulèvements post-électoraux, et maintenant on ne sait pas ce que va ressembler quand même, disons, la situation électorale, même post-électorale. Il faut se dire aujourd'hui qu'il y a quand même des solutions qu'on pourrait vraiment trouver à ces différents problèmes-là. Et cela, c'est le pouvoir en place encore une fois et qui peut vraiment sortir les Ivoiriens de ce qui risque vraiment d'arriver. Mohamed Loba, vous pouvez continuer à nous écrire sur le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67. On indique l'indicatif aussi, 224, il faut le rappeler, plus 224 629 95 67 67. Pour ceux qui nous suivent à partir de l'extérieur, merci de nous écrire sur WhatsApp, merci de nous écrire aussi sur la page Facebook Kavi TV, surtout le réseau synchronisé du groupe Kavi Media. Merci de nous suivre sur siaminfo aussi.com. Pour terminer, et c'est le 4e sujet, on le disait, en France, un jeune d'origine malienne d'une 20aine d'années a été mortellement poignardé alors qu'il priait dans une mosquée située au nord d'Alès, dans le département du Gard, vendredi dernier. Le drame a provoqué une vive émotion et suscité de nombreuses réactions parmi les responsables et dirigeants politiques français et dans le monde. Selon les derniers éléments rapportés, le principal concerné serait du côté d'Italie. Peut-on parler d'un acte à caractère islamophobe? Mohamed Loba. Acte à caractère islamophobe, cela, disons, avait été bon, enfin une part, il y a après l'acte qui a été... C'était la première hypothèse. C'était la première hypothèse qui avait été finalement exclue, il faut quand même le dire, parce que 3 jours après l'acte, une information judiciaire avait quand même été ouverte dans ce sens-là pour pouvoir réellement mettre la main sur, disons, l'assaillant. Aujourd'hui, la victime, Aboubakar Cissé, pour qui on demande quand même justice, on réclame justice. Il faut dire que les dernières nouvelles, sur l'une des dernières nouvelles, l'homme s'est rendu lui-même dans un commissariat en Italie où quand même il était accompagné d'un parent. Aujourd'hui, on peut parler peut-être, disons, d'un début de justice, parce qu'après cette information... Il s'est présenté volontiers à la justice. Il s'est présenté volontiers. Il faut rappeler aussi qu'il a dû fuir aussi la France pour aller vers l'Italie. Évidemment, voilà. Évidemment. Via un train. Évidemment. Donc, vous l'avez rappelé, l'acte de saisine du magistrat instructeur visait quand même les faits, disons, de meurtre aggravé par la préméditation et la circonstance de commission à raison de la race ou de la religion, c'est-à-dire le meurtre d'Aboubacar Cissé, ainsi que de soustraction donc criminelle à des recherches ou à son arrestation, parce que dès après avoir commis, enfin jusqu'à date, il quand même bénéficie de cette présomption d'innocence. Ouais. Après avoir commis l'acte, on nous apprend quand même qu'il a bénéficié, disons, d'une couverture large de certaines personnes tapies dans l'ombre, qui l'auraient quand même aidé à quitter la France pour aller se réfugier en Italie. Et vous le savez, ce sont des pays quand même qui se partagent les frontières. Donc ça veut dire aujourd'hui que c'est un début de justice, le voir lui-même volontiers. On ne sait pas qui l'a conseillé d'aller se rendre lui-même pour qu'il soit entendu. Est-ce qu'aujourd'hui il a été présenté à
un juge d'instruction. Pour le moment, ces dernières informations, surtout du côté judiciaire, ne sont pas encore développées. Il faut attendre de voir d'ici la mi-journée ce qui va quand même être donné du côté de l'Italie, notamment de ce commissariat qu'il a reçu, parce qu'on nous apprend qu'il était accompagné d'hommes proches. Aujourd'hui, jusque-là, les faits pour lesquels il est poursuivi ou il sera poursuivi, ce sont des faits quand même graves, passibles d'une poursuite, et puis voilà, dont les peines même peuvent s'avérer très sévères. Il faut attendre de voir les dernières, informations pour savoir réellement est-ce que la justice française va encore une nouvelle fois mettre tout le monde d'accord, ou ce sera tout simplement, disons, une justice de façade. À balle, comment je vais dire ça, à géométrie variable. À géométrie variable, mais s'il en est que, parce que le terrorisme aussi, c'est comme si c'était une acception, disons, valable pour les uns et non pour les autres. En pareille circonstance, c'est du terrorisme, Yam Sachek. Oui, mais sauf que le procureur en charge du dossier avait dit qu'il y a plusieurs géométries, qu'il y a plusieurs variétés. En tout cas, il y a la possibilité de penser à plusieurs choses au-delà de l'islamophobie, parce qu'il faut le dire, au-delà du terrorisme et tout ce qui s'ensuit. Pour le moment, l'homme en tant que tel, le présumé auteur de cet assassinat, a nié la piste de l'islamophobe. Et donc, c'est ça, c'est la dernière information. C'est la dernière information, ouais. Mais comment... Même si des questions restent quand même en suspense, posées et qui sont légitimes, parce que tout simplement, il y a eu des images qui ont été prises par quelqu'un qui était avec lui. Non mais, oui, le présumé auteur a fait des déclarations, mais... Donc, sur les mêmes images. Ce qu'il faut regretter, Yaya, c'est que là, c'est passé dans une mosquée, dans un lieu de culte, de prière, de recueillement, vraiment, entre autres. Et donc, aujourd'hui, la France, vous savez, avec cette problématique d'insécurité qui monte en flèche en France, car pas plus tard que la semaine dernière, il y avait un écolier qui avait aussi attaqué ses camarades de classe, et à l'aide d'un couteau, notamment l'une d'entre eux est morte, je vais dire. Et donc il y a une nécessité aujourd'hui pour le pouvoir français de penser à sécuriser la population. Des dizaines de coups de couteau dans un lieu de culte, une vingtaine à l'agonie, filmés par son agresseur. Bien. Et lui-même avec des précisions très importantes avec des mots. Il dit: je l'ai fait, ton Allah de merde. C'est ce qui donne la piste de l'islamophobie. Yeah. Alors, le drame, comment il s'est produit? C'était tôt, vendredi matin vers 8h30, que le drame s'est produit à la mosquée de la Grande Bambe dans le Gard, petite commune de moins de 5000 habitants au nord d'Alès. Yeah. Et au moment de son agression à Boubacar Sissé, un jeune homme venu du Mali, installé à la Grande Bambe, à la Grande Combe depuis quelques années, était venu à la mosquée pour faire le ménage avant la prière de vendredi, et son corps a été retrouvé plusieurs heures plus tard, vers 11h30, par les fidèles qui se rendaient à la prière. Et sur les images vidéo, je le disais, surveillance décrite à l'AFP par le procureur, on voit le jeune homme discuter avec son agresseur. Avec une très grande froideur, ce dernier a sorti brusquement un couteau et lui a asséné des dizaines de coups de couteau. La piste islamophobe est donc étudiée, car selon le procureur de la République d'Alès, sur la vidéo que l'agresseur présumé a lui-même filmée, alors que sa victime agonisait, on y voyait l'homme en train d'insulter la religion de sa victime. Crachait même sur la victime. Il disait, je cite, je l'ai fait, ton Allah de merde, et il a de merde, ton Allah de merde, ton Allah de merde, et il a répété cela à 2 reprises. Très bien. Pour vous dire que pourquoi la piste
de l'islamophobie a été vraiment déclarée à un certain moment. Oui. Mais il faut le dire. C'est une thèse qui reste maintenue. Hein? Jusqu'ici, même si derrière, on peut expérimenter d'autres motifs. Parce qu'on a entendu un proche de cet auteur dire que le jeune s'était levé un beau matin pour dire qu'il avait envie de tuer quelqu'un. On a entendu ça aussi. Oui, qu'il avait seulement l'envie de tuer quelqu'un. Mais sauf que le suspect du meurtre, il a peu d'informations officielles sur lui parce que il était, il faut le dire, sous les radars de la police française, parce que jusqu'ici il n'avait aucun antécédent contre lui, donc c'est quelqu'un avec qui on a peu d'informations, mais quand même il a dit à travers des témoignages qu'il avait juste l'envie de tuer quelqu'un. Cette envie-là lui retient aujourd'hui s'il faut le dire, dans le problème, parce que aux dernières nouvelles, il a été localisé du côté de l'Italie et on décide aujourd'hui son transfèrement. Tout porte à croire que l'homme, il risque gros, mais l'affaire a créé de polémiques non seulement du côté des Français, parce qu'il y a eu même une marche blanche dimanche dernier en commençant par la mosquée, une forte mobilisation nationale et internationale. La mosquée Khadija, une mosquée d'ailleurs qui porte le nom de l'épouse du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Et toutefois, donc, il y a eu de la mobilisation de ce côté-là. Emmanuel Macron lui-même s'est exprimé sur la contre le racisme et tout ce qui peut en suivre. Pour calmer les ardeurs. Pour calmer les ardeurs. Il y a eu d'autres interventions également. Le ministre de l'Intérieur français, Bruno s'est également exprimé là-dessus. Mais ce qu'il faut saluer derrière, c'est la proactivité de la police française et des gendarmes. Parce que depuis que l'acte s'est produit, il y a eu la mobilisation d'environ 70 policiers qui se sont activés sur le terrain, qui ont mené des recherches. Et finalement, l'homme a été retrouvé et lui-même il s'est rendu du côté de l'Italie dans un commissariat de la place. Commettre un crime en France et présenter en Italie, Mohamed, comment comprendre tout cela? Ah oui, mais peut-être qu'il a été bien conseillé, il faut le dire. Encore une fois, c'est la justice française qui est quand même mise, disons, aujourd'hui comme ça à l'œuvre. Il faut quand même le préciser. La justice française fait face au monde entier parce qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé, il y a des responsables de certain haut niveau aujourd'hui qui quand même réagissent par rapport à tout cela. Il s'agit quand même, disons, aujourd'hui des tensions diplomatiques qu'il faille quand même calmer. Aujourd'hui, on parle d'une personne d'origine malienne attaquée par une autre personne d'origine, disons, qui est de nationalité française. Donc, ça veut tout dire aujourd'hui que ce sont des décisions qu'il faut quand même prendre avec beaucoup de prudence aujourd'hui. Mais des informations peut-être. Aucune décision n'est prise d'abord. Bon, enfin, des décisions qui pourraient réellement advenir après, parce que quand même il y a aujourd'hui l'affaire va être judiciarisée. L'accusé étant disons aujourd'hui quand même saisi, où il y a eu une main qui est mise sur lui. Finalement, aujourd'hui quand même qui se présente lui-même au niveau d'un commissariat. Volontiers, ce qui reste aujourd'hui un peu, ou qui fait naître quand même des spéculations, c'est de savoir comment de la France, c'est-à-dire qu'on a pu quand même, disons, se présenter dans un commissariat en Italie, tout simplement. Peut-être qu'il y a eu de bons conseillers ou l'ouverture de ces informations judiciaires 3 jours même après, parce que ça a pris du temps. 3 jours après, l'acte, il s'est finalement présenté dans ce commissariat-là. On attend de voir réellement ce que cette conclusion judiciaire, encore une fois, va donner. Ce qui reste clair aujourd'hui, ce n'est pas une première fois qu'un Africain soit nous sommes pris par le temps. Nous prenons quelques messages de nos téléspectateurs, nos auditeurs sur la page Facebook. Bonjour à vous et merci pour ces analyses et décryptages depuis Mamon, signé So Mamadou Aliou. Bonjour à toute l'équipe du scanner, sur Lamine Baldé depuis Matoto. J'ai découvert votre émission aujourd'hui sur Kavi Media et je trouve que le contenu de l'émission est de qualité.
Et les intervenants sont vraiment super intéressants. Je vous encourage d'aller sur ce chemin. Et notre message aussi, je crois que cela concerne le cas de Sigiri. Bonjour à vous. Ce monsieur doit se marier et maintenant. Je pense que c'est le cas du Sigiri. On a compris. Voilà, nous sommes vraiment pris par le temps. On aurait pu aller beaucoup plus en profondeur et lire un certain nombre de messages. Ce monsieur doit se marier maintenant. Ça, c'est mon métier. Nous sommes désolés. Et pour moi-même, c'est déjà en cours. C'est pour le 9, le 10 et le 11. Donc, c'est déjà connu. Et ça en est terminé pour ce numéro. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre un peu partout. Les programmes continuent sur le média du développement et de l'entrepreneuriat.